Et notre invité ce matin est sénateur de la Vendée, président du groupe LR au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Jean-Jérôme Bertolus pour vous interroger. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Vous allez nous dire ce que vous pensez de l'affaire révélée hier soir par le quotidien Le Monde, confirmée à France Info par l'Élysée. Elle concerne un conseiller d'Emmanuel Macron qui, lors d'un rassemblement le 1er mai, frappe un manifestant. On regarde et on dresse l'oreille car le son est pris d'un portable. Oh, arrête! Arrête, putain! Oh! Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Regardez bien, il l'a tabassé par terre! 15 jours de mise à pied à l'encontre de ce collaborateur du chef de l'État qui, je le précise, n'est ni policier ni CRS, est un simple civil. Ce matin, Julien de Normandie sur France Inter, il est secrétaire d'État, qualifie ce comportement d'inacceptable mais estime que la sanction, 15 jours de mise à pied, a été prise immédiatement. Quel est votre commentaire ? Le sentiment d'une injustice. La loi doit s'appliquer à l'Élysée et aux collaborateurs du président de la République. De quoi s'agit-il ? D'un très proche collaborateur, chef adjoint de cabinet. Chargé de mission auprès du chef de cabinet, ce qui est un petit peu hiérarchiquement en dessous, mais bon. C'est un des tout premiers cercles qui entourent Emmanuel Macron, le président de la République. Ce collaborateur d'Emmanuel Macron se déguise en policier avec un casque. Il en profite pour tabasser une jeune fille, la tirer par le cou. Tabasser un jeune manifestant. Il va jouer au maintien de l'ordre comme d'autres vont jouer au foot ou au basket. Et on le prive simplement de 15 jours de travail. Franchement, de qui se moque-t-on ? Emmanuel Macron a été informé. Dans le Code de procédure pénale, il y a un article qui dispose que tout détenteur de l'autorité publique, ce qui est le cas bien sûr du président de la République, doit signifier à la justice tout acte délictueux. Pour moi, cette affaire-là doit être traduite en justice. Je demande aujourd'hui d'ailleurs si l'Élysée a fait connaître à la justice ces faits d'un collaborateur qui n'était pas à son premier écart, puisque dans un grand quotidien du soir, un ancien ministre avait indiqué qu'il avait été son chauffeur et qu'il avait voulu se sauver, qui est un délit de fuite d'ailleurs, après avoir causé un accident. Le Monde, effectivement, cite Arnaud Montebourg, l'ancien ministre du redressement productif. Faut-il également une mission d'information, une enquête administrative au sein de la préfecture de police ? Comment, encore une fois, un simple civil se retrouve parmi des policiers qu'il semble connaître et participer à cette opération de maintien de l'ordre ? Je pense que cette affaire relève d'abord de la justice, voilà, et du droit commun. Ça n'est pas acceptable qu'un citoyen, même quand il est proche collaborateur d'Emmanuel Macron, joue aux policiers pour tabasser des jeunes manifestants. Ça n'est pas acceptable dans une république avec des droits et des devoirs que nous avons tous. Et selon vous, jusqu'où doit remonter la responsabilité au sein de la hiérarchie à l'Élysée ? Pour vous, c'est une faute grave de la présidence ? De qui au sein de la présidence ? Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, de ce que je comprends, a été informé personnellement. Et donc, les porte-coupe-feu n'ont pas fonctionné. Donc, dans cette affaire, la chaîne de responsabilité remonte directement à lui. C'est donc à lui de nous dire s'il a ou non, ou s'il compte ou non saisir la justice. Vous demandez aujourd'hui, très simplement et directement, au chef de l'État de s'expliquer ? Il doit nous dire, parce que malheureusement, ses collaborateurs l'ont informé directement. À partir du moment où il est considéré comme ayant été informé, l'information lui remonte, la responsabilité, il doit l'assumer. Alors on va voir effectivement si le président réagit, ce qui n'est pas encore le cas. Il est en Dordogne, vous le savez, pour un déplacement de 48 heures. Un déplacement qui va sûrement effectivement être troublé par cette affaire. Mais le président de la République a comme objectif de démontrer sa volonté d'assurer une meilleure présence des services publics dans les territoires ruraux. Vous êtes satisfait finalement, vous qui n'arrêtez pas de le critiquer souvent comme un président des villes ? Bon, c'est une séquence de communication. Il avait déjà fait cette séquence politique. Séquence politique de communication dans l'Orne où il avait été interrogé par M. Pernaut de TF1. Vous vous souvenez ? Bien, dans une classe, alors même
qu'en milieu rural, et moi je vis là où je suis né, dans un village de 1500 habitants. Mais je sais parfaitement qu'en Vendée, il y a eu des dizaines de classes qui ont été fermées, alors même que le président de la République, le 17 juillet 2017, c'était il y a un an, à la première conférence du territoire, c'était au Sénat, nous avait promis qu'aucune classe ne fermerait. Mais des classes rurales ont été fermées pour pouvoir dédoubler à 12 élèves, vous savez, cette mesure-là pour... oui, mais Bruno Retailleau, là, effectivement, aujourd'hui, le président de la République va afficher des objectifs ambitieux en matière de services publics. Et on va dire la raréfaction des services publics dans le domaine rural ne date pas d'hier. Ça fait maintenant plusieurs années, voire des décennies que progressivement les services publics désertent la ruralité. Le président de la République, il veut multiplier les maisons de services publics. Et surtout, effectivement, dématérialiser toutes les procédures administratives. Tous les gouvernements de droite et de gauche, je suis d'accord, cette désertification, elle n'est pas le fait d'Emmanuel Macron. Simplement, on voit bien qu'il est d'abord le président des villes. La mesure de 80 km/h, c'est une mesure qui est mal acceptée en milieu rural. Vous savez... C'est une mesure qui va sauver des vies. Je suis sénateur. Je connais de très, très nombreux maires. Jamais je n'ai vu, depuis une petite trentaine d'années d'expérience politique locale, jamais je n'ai vu le degré de découragement des maires atteindre ce niveau-là. Vous verrez, aux prochaines élections municipales, vous aurez un taux, et ça c'est un vrai baromètre, un taux de non-renouvellement parce que les maires veulent déposer le pactage. Ils ont un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice, il vient du fait que l'État leur demande toujours plus alors que l'État fait plus de déficit. Vous savez que les collectivités sont dans le vert aujourd'hui. C'est l'État qui est dans le rouge. Injustice parce que, regardez la démographie médicale, la désertification avec la médecine. Ce sont des problèmes nationaux. L'État ne fait rien, ou presque rien. Et du coup, ça retombe sur le dos. Mais là, on a une solution concrète pour le coup. Les maisons de services publics, ça existe, on sait que ça marche. Mais j'en ai ouvert, bien sûr, on en a tous ouvert. Mais ça n'est pas parce que vous faites une maison, service public, que les médecins sont dedans. Voilà, je connais malheureusement des projets qui peinent à trouver des médecins. Bien sûr, parce que l'exercice de la médecine doit être collectif. Ce que je veux dire sur les services publics et sur la ruralité, c'est qu'il fait pire, puisque là où il n'y a plus de facteurs, il n'y a plus d'instituteurs, où il n'y a plus de médecins, il voudrait, en plus, avec la révision constitutionnelle, les priver de voix au Parlement qui portent justement la défense de ces territoires. Parce que moi, je suis favorable à ce qu'il y ait moins de sénateurs, moins de députés, mais dans une juste proportion, pour que ces territoires-là, qui se sentent abandonnés, soient toujours défendus. Et c'est eux qui vont payer la facture de cette baisse drastique du nombre de sénateurs et de députés. Et vous restez avec nous, Bruno Retailleau. D'abord l'info à 8h40, c'est avec vous, Romain Desec. Les réactions indignées des députés de la France Insoumise, mais pas seulement, après la diffusion d'une vidéo où l'on voit un collaborateur d'Emmanuel Macron frapper un manifestant. C'était le 1er mai. Identifié, Alexandre Benalla a été mis à pied 15 jours par la présidence, puis a retrouvé son poste. Les sanctions ont été prises, assure le secrétaire d'État Julien Denormandie, sans faire plus de commentaires. Il faut que cette affaire soit traduite en justice, vient de déclarer Bruno Retailleau, invité de France Info. La dernière chance des opposants aux 80 km/h sur les routes. Le Conseil d'État examine à partir de ce matin le recours de 47 députés. Il demande notamment la publication des études réalisées par le gouvernement pour justifier cette baisse. Une fausse victime des attentats du 13 novembre est jugée cet après-midi pour escroquerie et faux témoignage. Cette femme de 32 ans s'est même fait passer pour une porte-parole des victimes. À ce jour, 15 personnes ont déjà été condamnées pour ce genre d'affaires. Changez vos plans si vous devez prendre la compagnie Ryanair mercredi et jeudi prochain. 600 vols sont annulés en Europe en raison d'une grève des personnels de cabine. 100 000 passagers sont concernés. Belle étape ensuite que celle qui se dispute sur le Tour de France aujourd'hui. 3 cols avec une arrivée à l'Alpe d'Huez et ses mythiques 21 virages. L'équipe Sky peut de nouveau tout écraser. C'est Geraint Thomas qui est en jaune devant Christopher Froome. France Info. Bruno Retailleau, invité de France Info ce matin, Jean-Jérôme. Vous parliez d'un État dans le rouge du point de vue du budget. Vous êtes préoccupé par le prochain budget tel qu'il s'élabore en ce moment ? Bien sûr, nous sommes très très préoccupés parce qu'on voit bien que sur les 28 pays européens, y compris donc encore le Royaume-Uni, nous sommes au dernier rang pour les dépenses publiques. 28e sur 28. Et donc, on accumule des déficits et ces déficits s'accumulent à la dette. C'est une bombe à retardement, notamment pour les jeunes générations, mais c'est peut-être une bombe à retardement pour notre propre génération parce que les taux d'intérêt commencent à augmenter. Et vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire qu'il faut un budget de rigueur pratiquement, alors que le gouvernement esquisse 30 milliards d'économies, ce qui est effectivement une somme importante. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a rien fait
en matière de dépenses publiques. Simplement 324 postes de fonction publique d'État ont été économisés pour cette année. Et il y a ce fameux rapport, qui est d'ailleurs une forme de scandale parce que la presse se l'est procuré. CAP 2022, vous CAP évoquez 2022, qui est chargé de faire des propositions. L'obscurité totale, à tel point qu'une sénatrice y siège, elle ne connaît pas, elle n'a pas eu accès à ce rapport. D'ailleurs, des députés En Marche se plaignent de l'opacité de Bercy. Et je peux vous annoncer que le président du Sénat a demandé à Bercy de produire ce rapport dans les 3 jours. Et si ce rapport n'est pas produit dans les 3 jours, notre rapporteur général pour le budget ira sur place. Donc il se saisira de ses pouvoirs. Vous fixez un ultimatum au gouvernement. C'est vrai que hier, le président de la commission le président de la commission des finances à l'Assemblée, la présidente de la commission des finances au Sénat ont demandé au gouvernement ce rapport CAP 2022. Et donc, en fait, ils l'ont demandé et il y a un ultimatum. C'est l'obscurité totale. C'est pas bien que les parlementaires qui était d'ailleurs dans ce comité, CAP 22, n'ait même pas eu connaissance du rapport. Bon. Par contre, sur le problème que vous soulignez sur la dépense publique, ce qui est grave, c'est que c'est parce que la France est championne de la dépense publique que nous sommes aussi les champions de l'impôt. Et ça continue. Et Emmanuel Macron en a rajouté, y compris sur les plus faibles, puisque sur la CSG, ce sont des retraités modestes qui paient, alors qu'on va supprimer l'exit tax pour l'évasion fiscale, ce qui est absolument incroyable. Et vous savez, je termine simplement pour dire qu'il y a des dépenses de prévues qui sont énormes. Vous avez à financer quand même la suppression de la taxe d'habitation. Vous avez à financer la détaxation des heures supplémentaires. Vous avez à financer la reprise de la dette SNCF. Vous avez à financer le service national universel. Je peux vous citer 4 ou 5 autres dépenses qui sont déjà engagées ou prévues. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, le gouvernement peut faire les efforts nécessaires que tous les autres pays européens ont fait. La France est la seule à ne pas se désendetter cette année. Au-delà de la forme, il y a ce rapport CAP 22. Il y a une concertation annoncée à la rentrée autour de Pôle emploi, du rationalisation du service public de l'emploi. Tout ça va dans le sens du grand plan d'économie que vous réclamez. Mais quel plan d'économie ? La liste, j'ai commencé à vous faire, ça aurait été fastidieux pour vos auditeurs, j'ai commencé à faire une liste de dépenses qui sont engagées ou sur le point d'être engagées. On voit bien qu'il y a un problème. Et pourquoi est-ce que ce rapport reste caché ? Parce que le gouvernement a peur, tremble, et que rien ne se passera. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu, dès le départ du mandat, profiter d'une croissance exceptionnelle que nous n'avons pas eue depuis 10 ans pour engager l'effort. Et Emmanuel Macron, comme son prédécesseur avant lui, François Hollande, remet à plus tard les efforts que nous aurons dû faire. Et si on ne fait pas des efforts sur la dépense, on continuera à lever trop d'impôts en France. Bruno Retailleau, toute autre question, mais j'aimerais bien effectivement avoir votre opinion sur la question de la PMA. Hier, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a redonné le calendrier. On l'écoute. Nous présentions et nous y étions engagés un projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres avant la fin de l'année pour un examen début au premier trimestre de l'année prochaine. Donc, vous voyez, je comprends l'empressement, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Vous demeurez opposé à la PMA pour les femmes célibataires, pour les couples de femmes homosexuelles ? Moi, je pense qu'il faut être très précautionneux parce que je comprends totalement la souffrance qu'on peut éprouver avec ce désir d'enfant qu'on ne peut pas en avoir. Pour autant, est-ce que, au nom de cette souffrance qu'il faut respecter, on peut s'apprêter délibérément à priver de père des enfants à naître ? Est-ce que, au nom de cette souffrance, on va s'engager dans un engrenage qui va nous mener inéluctablement à la GPA, c'est-à-dire à la marchandisation du corps humain ? Ce sont les préventions que j'ai. Je ne suis pas favorable à la PMA pour toutes, notamment pour ces 2 points-là qui sont importants. Et je pense qu'il faut effectivement ne pas confondre vitesse et précipitation. Mais on a l'impression qu'une partie de la droite, dont vous êtes un représentant, est systématiquement opposé à toute réforme dans le domaine de la famille. Sans remonter au droit de l'avortement, on peut penser au Pacs, au mariage pour tous. Est-ce que cela ne vous coupe pas d'une partie de la société ? Et bien sûr, je pense aux jeunes qui n'ont voté qu'à 6% pour François Fillon. Écoutez, c'est une question importante, c'est la question que je me pose. Je suis un élu et on est interrogé par ce phénomène. Vous savez, c'est un des points sur lesquels les lignes sont en train de bouger. Pourquoi est-ce que José Bové, qui n'est pas
de droite, qui n'est pas républicain, s'est déclaré hostile au nom d'une conception naturelle de la procréation. Pourquoi est-ce que je me souviens d'un édito, je ne suis pas un très grand lecteur de Charlie Hebdo, au mois de septembre, l'éditorialiste commençait l'édito en disant, voilà, la procréation n'est pas un droit. Pourquoi Michel Onfray dit, attention, il y a un engrenage vers la GPA. Donc on voit que ces lignes sont brouillées. Et je pense que les jeunes sont, comment dirais-je, très sensibles à la notion qui est désormais constitutionnalisée du principe de précaution. Pourquoi est-ce qu'on applique le principe de précaution partout, sauf lorsqu'il s'agit de l'intime humain? Pourquoi est-ce qu'on réclame du biologique partout, et sauf quand il s'agit finalement de l'homme? Donc il faut être très précautionneux. Je suis pour un certain nombre de repères. Je pense que ces questions anthropologiques doivent structurer aussi, bien sûr, la vie politique. Revivre la mobilisation que l'on a connue pour le mariage pour tous. Jean Leonetti, le nouveau numéro 2 de LR, votre parti estime, oui, qu'il faut se mobiliser. Vous êtes d'accord? Il faut effectivement se mobiliser contre ce futur projet de loi? Je pense que ça peut trouver un écho. Je suis incapable au moment de vous le dire, d'ailleurs, quel type de mobilisation il faut avoir. Vous pourriez vous retrouver dans la rue, vous, contre la PMA? Écoutez, en tout cas, moi j'y suis opposé. J'en donne les raisons, tout en restant très serein, tout en respectant ceux qui partagent l'autre avis et en respectant, encore une fois, la souffrance de celles et de ceux qui... Maintenant, comment voulez-vous? C'est ça le problème de l'engrenage. Comment voulez-vous, et au nom de quoi, pouvez-vous accepter pour les couples féminins homosexuels de femmes ce que vous allez refuser aux couples homosexuels masculins? C'est là qu'il y a un problème. C'est que le principe d'égalité risque d'être blessé et de la PMA pour toutes, on arrivera inéluctablement vers cette idée de la GPA pour les hommes. Et ça, c'est le règne d'un monde technomarchand. Le règne d'un monde où la technique nous impose une éthique, où les marchés, le financier, étend son emprise un peu plus. Et vous savez, je suis certain qu'aujourd'hui, les jeunes sont aussi très sensibles à cette technicisation du monde, à cette marchandisation du monde, Bruno Retailleau, à cette sphère dans financière les sondages, qui est les Français y sont largement favorables. Donc, oui, bien sûr. On verra non, mais les débats à la rentrée. Je pense que c'est l'honneur d'un homme public d'avoir des convictions et que ces convictions soient détachées des sondages. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci. Pour moi, je l'assume parfaitement. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de France Info. Qui est président du groupe LR au Sénat, invité de France Info ce matin.